Le collectif des professionnels de santé pour le bien commun vous explique d'où provient la dette des hôpitaux publics de France. Nous allons d'abord vous expliquer comment la dette de la France a été constituée en 50 ans, puis comment et pourquoi les hôpitaux sont endettés voire surendettés. Et enfin, nous ferons des propositions concrètes sur la gestion des hôpitaux. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Nous sommes des professionnels de santé de tous horizons, issus du public et du privé, en activité pour certains et en reconversion professionnelle ou retraités pour d'autres. Nous avons décidé de nous rassembler pour réfléchir ensemble sur la nature des problèmes que l'on rencontre dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que nous cherchons d'abord à comprendre les causes profondes de ces problèmes et nous essayons ensuite de trouver des solutions appropriées, respectueuses du bien commun. Dans ce sens, notre démarche est à la fois diagnostique et thérapeutique. Nous faisons partie du groupe Financement de la santé, qui est l'un des 8 groupes thématiques de notre collectif santé. Ici, nous avons choisi de nous interroger sur les origines de la dette des hôpitaux. Il semble que le grand public, mais aussi les professionnels de santé eux-mêmes, ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière ce qu'on appelle l'endettement ou le surendettement des hôpitaux. Le surendettement était déjà signalé pour un quart des hôpitaux français par la Cour des comptes dans son rapport de 2018 consacré à la dette des hôpitaux. C'est d'ailleurs sur ce document officiel de la Cour des comptes que nous nous sommes appuyés pour faire ce travail. Enfin, nous tenons à préciser qu'aucun d'entre nous n'a de conflit d'intérêt avec un laboratoire pharmaceutique ou avec l'industrie. Les hôpitaux publics sont-ils surendettés parce qu'ils ont trop dépensé? Non, nous allons voir pourquoi. Et surtout, nous allons voir comment les dettes sont créées de toutes pièces. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler comment se constitue une dette? Alors une dette se constitue d'abord en contractant un emprunt. Mais la vraie question, c'est pourquoi certaines dettes se pérennisent, voire augmentent dans le temps, alors qu'on rembourse pourtant tous les mois? Est-ce qu'on emprunte plus qu'on ne rembourse chaque année? La réponse est non. Mais alors comment est-ce possible? Eh bien tout simplement à cause des taux d'intérêt des emprunts qui ont été contractés. Pour imager, on va prendre quelques exemples. Au sein d'une famille ou entre amis, un prêt se fait généralement sans intérêt, donc à taux zéro, le plus naturellement du monde, et le plus souvent sans que ça ne choque personne. On rembourse la somme exacte qu'on a empruntée. Jusque dans les années 70, hors période de guerre mondiale bien sûr, les services publics pouvaient aussi emprunter à taux zéro pour leur investissement auprès de la Banque de France. Dans ces conditions, la dette de l'État n'a pratiquement jamais dépassé 10 à 15% du PIB annuel de la France. Mais du jour au lendemain, l'État a dû se mettre à emprunter auprès des banques privées, avec des intérêts. Et ça, c'est à la suite de la loi Pompidou du 3 janvier 1973. Et ça a été rendu obligatoire lors du traité de Maastricht du 7 février 1992, qui a été également reconduit dans le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007. Résultat, depuis les années 80, la dette s'est progressivement envolée, jusqu'à dépasser 100% du PIB national en 2020. Ce qui veut dire qu'en 40 ans, la dette souveraine a été multipliée par 10. Donc autant dire que la dette est devenue impossible à rembourser. Mais pour résumer, a-t-on beaucoup plus emprunté pendant ces 40 ans? La réponse est non. A-t-on remboursé moins? La réponse est également non. Mais alors comment est-ce possible que la dette ait été multipliée par 10? Eh bien, l'explication est simple. La dette monstrueuse de l'État correspond essentiellement au cumul des intérêts année après année. Ce qui veut dire que pendant 40 ans, l'État a bien remboursé les sommes empruntées chaque année, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le capital. Mais que pendant ce temps, les intérêts cumulés ont formé ce monstre qu'on appelle aujourd'hui la dette. Il faut bien comprendre que pour l'essentiel, la dette est le cumul des intérêts bancaires. La première conséquence, la soi-disant dette, est devenue tellement énorme, aujourd'hui, environ 2300 milliards d'euros en 2020, que l'État ne peut absolument plus la rembourser. Nous sommes donc pieds et poings liés par cette dette aux banques privées, puisque nous continuons à rembourser chaque année les intérêts de cette dette. Deuxième conséquence, avant même de chercher à rembourser une partie de ce qui a été emprunté, l'État doit d'abord payer chaque année environ 50 milliards d'euros, uniquement au titre des intérêts de cette dette. Ce remboursement représente 1/8 du budget annuel de l'État. Autant dire qu'il ne lui reste plus rien pour rembourser la dette elle-même.
tellement les intérêts annuels sont devenus énormes. Par exemple, 50 milliards d'euros, c'est plus que le budget annuel du ministère de l'Éducation et c'est même plus que celui du ministère des Armées, qui est lui-même la plus grosse dépense de l'État. Ce mécanisme de l'endettement de l'État est-il le même pour les hôpitaux publics? C'est exactement le même mécanisme puisque les hôpitaux publics, eux aussi, sont obligés d'emprunter depuis 30 ans auprès de banques privées. Illustrons-le par quelques chiffres. La dette annuelle, jusqu'au début des années 90, était d'environ 3 milliards d'équivalent en euros. En 2002, soit 10 ans plus tard, elle était de 8,3 milliards, donc multipliée par 3. Et en 2020, soit 30 ans plus tard, elle était de 33 milliards, donc multipliée par 10. Si on avait gardé les prêts à taux zéro, alors les remboursements effectués pendant ces 30 ans auraient couvert la quasi-totalité de ces emprunts. Donc cette dette est organisée minutieusement par les banques privées et permise par les différents gouvernements depuis 1973. On constate donc que la dette est devenue non remboursable par les hôpitaux car ils sont tenus de rembourser en priorité chaque année 900 millions d'euros d'intérêts. On constate aussi que le budget global des hôpitaux a encore été réduit de 800 millions d'euros rien qu'en 2020. Concrètement, même pendant la crise sanitaire, le budget est diminué pour les soins, mais pas pour les banques. Et qu'est-ce que c'est cette histoire d'emprunt toxique dans les hôpitaux dont on parlait en 2015? Pour préciser la différence entre un taux fixe et un taux variable, un taux fixe est, comme son nom l'indique, fixe dans le temps, du début à la fin de la période de remboursement. Un taux variable peut varier dans le temps selon les fluctuations du marché sur lesquelles les bons, correspondant aux sommes prêtées, sont échangés. Ensuite, il faut se rappeler qu'il y a eu 2 plans de relance des investissements pour rénover les hôpitaux. Et ce sont ces 2 plans qui ont conduit les hôpitaux à emprunter massivement. Il s'agit du plan Hôpital 2007, puis du plan Hôpital 2012. Avant 2005, aucun emprunt ne pouvait être contracté par un directeur d'hôpital sans l'aval du conseil d'administration. Depuis 2005, les directeurs d'hôpitaux se retrouvent seuls face aux banques pour négocier leurs emprunts. Ces emprunts engagent l'établissement pour de nombreuses années, alors que les directeurs ne sont en poste que pour des périodes le plus souvent de courte durée, ce qui les encourage à prendre des risques financiers qu'ils n'assumeront pas nécessairement. Résultat, en 2008, déjà 10% d'emprunts toxiques. Avec la crise financière de 2008, les taux ont flambé jusqu'à plus de 20-25%. À partir de 2011, le ministère de la Santé impose aux directeurs d'hôpitaux déjà trop endettés de demander l'accord de l'ARS pour continuer à emprunter. En 2015, on a toujours 10% d'emprunts toxiques, d'où des mesures interdisant aux hôpitaux de recourir à des emprunts à taux variable. Toujours en 2015, on crée un fonds de soutien pour financer les recouvrements des emprunts toxiques. Budget de 400 millions d'euros pour ce fonds de soutien. Mais cela n'a pas permis de couvrir tous les emprunts à taux variable, seulement les plus toxiques. Résultat, il restait encore en 2020 près de 5% d'emprunts à taux variable dans les hôpitaux français. Comment ces 400 millions ont-ils été financés? Est-ce que les banques y ont contribué? Les banques ont effectivement été sollicitées, mais on va voir comment elles s'en sont sorties, par un véritable tour de magie. Alors tout d'abord, pour les 400 millions, 75 millions sont venus de l'assurance maladie, et on ne comprend pas bien pourquoi ce serait aux contribuables de payer pour des emprunts toxiques. Ensuite, les banques ont bien été sollicitées à hauteur de 325 millions. Mais dans ces 325 millions, 45 millions provenaient de l'ASFIL, qui est une banque publique, ce qui correspond donc à un financement avec de l'argent public. Et il restait 280 millions effectivement fournis par les banques privées. Sauf que les banques privées ont négocié les rachats d'emprunts toxiques avec toutes sortes d'indemnisations. Résultat, l'ensemble des rachats de prêts a été facturé 310 millions d'euros.
Ce qui veut dire que les banques ont réussi à se rembourser intégralement les 280 millions d'euros qu'elles avaient versés, plus elles se sont servies à hauteur de 30 millions d'euros au passage. C'est magique, non ? Donc, en résumé, les emprunts toxiques sont interdits, mais pas encore totalement épurés. Et attendons-nous à ce qu'ils soient à nouveau réautorisés un jour. En 30 ans, le mal a été fait, puisque les hôpitaux sont aujourd'hui à un taux d'endettement non remboursable et de surcroît, avant même de commencer à rembourser, ils sont tenus de payer quasiment 1 milliard d'euros par an au titre des intérêts de cette dette. Cette dette a donc été fabriquée de toutes pièces. Rien qu'en ayant introduit le principe de l'emprunt avec intérêt, alors qu'il s'agit d'un service public et de biens communs. Résultat, on peut dire que la dette sert de levier pour orienter la médecine de demain vers un modèle rentable et efficient. Mais sera-t-il plus humain, plus éthique ou plus performant ? Preuve de cette intentionnalité de restructurer, au prétexte de la dette, par nos autorités, voici quelques extraits du rapport de l'IGF et de l'IGAS de 2020. Proposition numéro 13. Engager dans chaque établissement une large démarche d'information et de concertation sur les objectifs de la reprise de dette, les réalisations souhaitées avec les moyens alloués et les engagements à prendre en contrepartie de ces moyens. Proposer au directoire un plan d'action bâti sur ces 4 points, après avis des instances représentatives des personnels et en informer le conseil de surveillance. Proposition numéro 15. Créer, par une mesure législative et des dispositions réglementaires, un contrat spécifique de reprise de dette conclu entre ARS et établissements publics de santé. Ce contrat qui définit les engagements des parties, les modalités de suivi de leur réalisation et les pénalités encourues en cas de non-respect est distinct du CPOM, mais lui est annexé. Proposition numéro 17. Créer les leviers de conditionnalité visant à garantir le respect des engagements contractualisés dans le cadre de la mesure, avec 2 modèles possibles. Des leviers ad hoc comme des pénalités financières ou des possibilités de reprise sur dotation. Conditionner une part donnée, 20% de chacun des versements annuels, avec une revue finale au bout de 5 ans statuant sur les montants restants à verser. Et la crise Covid dans tout ça? Alors la crise Covid, en quelques chiffres, c'est 300 milliards de dettes supplémentaires pour la France, selon l'IFRAP en octobre 2021. En plus des lits qui ont été supprimés depuis 20 ans, en 2020, en pleine pandémie mondiale, 5600 lits sont supprimés, dont 800 lits de réanimation. Et maintenant, une loi, celle du 5 août 2021, suspendant ou poussant en arrêt de travail ou en reconversion professionnelle 10 à 15% des soignants, alors qu'il en manque déjà un peu partout en France. Quelles seraient vos propositions pour soulager les hôpitaux de leur surendettement? Annulation immédiate des taux d'intérêt de la dette des hôpitaux. Cela permettrait de réinjecter près d'1 milliard d'euros directement dans leur budget. Annulation rétroactive des intérêts cumulés de la dette, avec un recalcul des remboursements de la dette déjà effectuée, ce qui reviendrait à une annulation quasi complète de la dette elle-même, environ 80 à 90%. Réautoriser l'emprunt auprès d'une banque publique qui pourrait être créée d'abord pour soutenir les hôpitaux et ensuite être consacrée à tous les services publics une fois son utilité démontrée. En conclusion, avez-vous d'autres propositions à faire sur la gestion des hôpitaux? Déconnecter les budgets alloués aux professionnels de santé et aux soins des actes produits, c'est-à-dire la fin de la T2A, qui fait par exemple qu'une toilette au lit est moins rentable qu'une prise de sang. Plus généralement, parce que la T2A encourage la fraude, l'excès de technicité et la déshumanisation des soins. Proscrire tout conflit d'intérêts et tout lien de corruption de professionnels de santé et d'administratifs avec des partenaires extérieurs, laboratoires pharmaceutiques, prestataires. Laisser des professionnels de terrain et des patients entrer dans toutes les instances décisionnelles. Mettre en place le RIC, référendum d'initiative citoyenne,
dans chaque établissement de santé pour les décisions stratégiques engageant l'organisation des soins et les acteurs de terrain.